Salut à tous, c'est le retour du Swish Brunch, votre rendez-vous du dimanche où on revient sur l'actu de la WNBA cette semaine. Et aujourd'hui, pas de Shai qui a d'autres obligations. Je suis accompagné par Gis. Gis, comment ça va? Bah écoute, nickel, ça va, la forme, super. Alors cette semaine, actu un peu light en WNBA. On sent que petit à petit, on attend. Ben voilà, la trade deadline est passée, tous les aspects un peu contractuels se sont déroulés. On n'a pas trop d'infos sur tout ce qui est négociation, CBA, ce genre de choses. On reviendra après sur évidemment les matchs, la saison qui continue toujours. Une petite news toutefois qui est sortie, qui a été d'ailleurs relayée par un article de Romain sur le site. La vente du Connecticut Sun, qu'on pensait plus ou moins actée par donc un propriétaire minoritaire de, des Boston Celtics en NBA, mais il semblerait que cette vente, elle soit pas tout aussi automatique que ça. Donc on vous rappelle, à la base, il y avait donc la vente de la franchise qui devait se faire avec un déménagement à Boston. Sauf que dans la foulée, on a appris que la ligue, elle était pas trop chaude pour ça, et donc il y a un peu un imbroglio autour de ça. Est-ce que tu peux nous en donner les détails si tu les as en tête, Gis? Bah c'est assez simple, c'est qu'il y a eu il y a eu une discussion entre effectivement le propriétaire partiel des Celtics et Cathy Engelbert pour racheter la franchise et la faire déménager à Boston. Sauf que Cathy Engelbert ne l'a pas présenté au board WNBA et NBA d'ailleurs, puisqu'il faut le présenter aux deux. Vu que c'est un propriétaire NBA, ils doivent le présenter à la fois à la WNBA et à la NBA. Et elle l'a pas fait dans les délais. Et donc, du coup, bah, l'offre a été caduque, quoi. On a appris par la suite, hein, avec quelques articles, notamment d'Annie Costabile aux États-Unis, que ça serait parce que la WNBA préférerait promouvoir plutôt un déménagement à Houston et un rachat de la franchise par le propriétaire des Rockets. Donc voilà, donc c'est un peu pas très propre tout ça, en fait, on va dire comme ça. Je pense que les avocats aux États-Unis doivent bien s'arracher les cheveux là, des différents propriétaires. Et apparemment, il y aurait aussi une autre offre du propriétaire des Bucks, qui elle est quand même assez crédible apparemment, qui est de la même valeur, hein, 325 millions de dollars, C'est ça. et qui serait pour la faire déménager à Hartford, donc rester au Connecticut, mais dans la capitale, quoi, plutôt que Uncasville, qui est quand même une petite ville du Connecticut. Donc voilà, donc bon, c'est apparemment quand même, ça serait ce dossier-là qui tiendrait le plus la corde maintenant. Mais Euh, ce qu'il y a, vu voilà. que tu donnais les chiffres, donc l'offre de Boston était de 325 millions, Mmh, l'offre je vais dire des Bucks, mais de, oui, enfin, de Milwaukee pour aller à Hartford, ils ont matché cette offre-là en fait, parce que pour ce qui est de Houston, il faut savoir que Houston s'était placé pour faire partie plutôt de l'expansion à la base, mais n'a pas été retenu parce qu'ils n'ont pas voulu s'aligner sur les du coup 250 millions si je ne me trompe pas, ouais, c'est qui ont ça. été déposés par donc Cleveland, enfin les autres franchises qui ont été annoncées récemment. Euh, et donc on se demande si Tillman Fertitta, le propriétaire des Rockets de Houston, n'a pas voulu mettre les 250 millions pour l'expansion, est-il prêt à mettre les 325 pour le rachat de la franchise? Fatalement, c'est une question qui peut se poser. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, l'offre de Milwaukee pour Hartford tiendrait la corde. Après, à savoir que il y a toujours la question du marché. On se disait que Boston, c'était quand même un gros marché. Alors Hartford, effectivement, c'est la capitale du Connecticut, mais ça reste un marché qui est quand même plus petit. Après, nous, on se dit, enfin ça, on en a déjà parlé récemment, mais on se dit que effectivement, que ce soit Hartford, que ce soit Boston, l'avantage c'est que ça reste dans la même région. C'est de façon globale la Nouvelle-Angleterre, je vais dire, qui est une terre de sport. Il y a beaucoup d'équipes Ouais. là-bas, que ce soit en basket avec les Celtics, mais aussi en baseball, en football américain. Il y a beaucoup de grosses équipes sportives avec un gros historique dans ce qui est un peu le berceau des États-Unis, mine de rien. Effectivement, un déménagement à Houston, c'est pour, entre guillemets, faire revivre un peu, je suppose, Les Comets, ouais. les Comets, franchise historique s'il en est de WNBA. Bref,
c'est pas fait ça du tout. Enfin, c'est parti pour, à mon avis, une bonne discussion un peu juridique et ça va sans doute s'arrêter à celui qui mettra le plus gros chèque sur la table, hein, on va pas se mentir. Mais donc voilà, le rachat des Suns, c'est pas du tout automatique et dès qu'on aura de nouvelles infos, on n'hésitera pas à vous les donner. En attendant, on vous conseille d'aller lire donc l'article de Romain sur le site qui reprend toutes ces Peut-être infos-là. peut-être juste préciser aussi que du coup, ça sera certainement pas pour 2026 le déménagement, hein. Oui, Puisque là, on pouvait se poser la question quand l'offre avait été, entre guillemets, presque validée. je trouvais ça déjà Là, rapide, moi, comme annonce oui, d'ailleurs. moi Mais aussi, je trouvais ça rapide. Après, bon, quand tu as déjà les installations, tu vois, si ça récupérait des installations de Boston et autres, ça aurait pu être assez rapide. Là, je pense que c'est plutôt 2027, voire peut-être même 2028, hein, le temps en fonction de d'où ira la franchise. Parce que mhm. des fois, ça peut partir de zéro aussi, en termes d'infrastructures, salles, etc. Bah, Si si c'est ça Hartford, par exemple, exactement, oui. je suis pas sûr qu'il y ait tout ce qu'il faut pour accueillir la franchise WNBA. Et on le sait en plus qu'aujourd'hui, maintenant, c'est forcément des bonnes installations, quoi. On n'ira pas sur des petits trucs, quoi. Donc, voilà, je pense que les fans du Connecticut peuvent se rassurer. Ça va rester encore un petit peu, je pense, à Uncasville pendant au moins 1 ou 2 ans, au minimum, je pense. Ouais, tout à fait. Mais on va s'intéresser au terrain maintenant. On va revenir sur quelques équipes, peut-être un point classement. Je le reprends devant moi. Donc, à l'heure où on enregistre, je vais juste être sûr que. Voilà. Donc, nous avons à l'heure actuelle Minnesota qui est toujours en tête de la ligue, qui a Mm. validé son ticket pour les playoffs, hein, c'est officiel, avec 28 victoires, 5 défaites, suivi de près derrière par Atlanta, enfin de près, pas si près justement, par Atlanta, qui a quand même 7 matchs de retard, donc avec 21 victoires, 12 défaites. New York suit avec 21 victoires pour 13 défaites. On a Phoenix en 4e position, qui accuse un peu le coup pour le moment, 19 victoires pour 13 défaites. Las Vegas, qui au contraire, vous en aviez parlé la semaine passée, est en pleine remontée avec 8 victoires sur les 10 derniers matchs, une série de 6 victoires en cours et qui donc remonte à la 20e place à la 5e place avec 5e 20 place. victoires pour 14 défaites. Golden State, équipe en forme également, 6e place, 18 victoires, 15 défaites. Et je pense que les Valkyries, on en reparlera aussi, mais c'est bien parti pour faire les playoffs, franchement. Indiana, 18 victoires, 16 défaites. Toujours qui battent le froid et le chaud en l'absence de Caitlin Clark, des bonnes choses et des choses Ouais. plus compliquées. Il y a Kathleen et puis il y a eu les 2 blessures aussi de Sidney Tout à fait. Colson et Harry McDonald qui leur ont fait mal, là, quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Seattle, l'équipe un peu incompréhensible du moment, avec un bilan tout juste à l'équilibre et une 8e place qui ferme la marche, qui pour le moment est toujours en playoff, mais rien n'est assuré, donc 17 victoires pour 17 défaites. Les Sparks qui sont dans leur dos, qui espèrent pouvoir choper cette place playoffable avec 16 victoires pour 17 défaites. Washington, 15 victoires, 18 défaites en 10e position. Dallas, 9 victoires pour 25 défaites. Ensuite, on a Chicago, 8 victoires pour 25 défaites, mais surtout une seule victoire sur les 10 derniers matchs et une saison de 4 défaites en cours. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Et enfin, Connecticut qui ferme la marche avec 6 victoires pour 26 défaites. Je te propose peut-être de commencer par Chicago, justement. Ça faisait un certain temps qu'on n'en avait plus parlé. Chicago sur le terrain, c'est toujours aussi compliqué, mais on voulait parler de Chicago pas spécialement sur le terrain, mais plutôt sur les conséquences de tout ça, parce que c'est une année un peu catastrophique pour Chicago à plein de niveaux, en fait. Ouais, bah totalement en fait. Bon, déjà, on va rappeler un petit peu, elles ont voulu accélérer le projet, on en a parlé plein de fois. Elles ont fait venir Ariel Atkins, trader des pics, pics qui est devenu d'ailleurs Sonia Citron, par exemple, entre guillemets. Bon, ça après, encore une fois, faut jamais juger ça parce qu'on ne sait pas au moment où on le trade quelle joueuse ça va être, à part quand on a le premier choix. Autrement, on ne sait jamais qui ça va être. Bref, mais voilà, elles ont cherché à accélérer. Il y a eu la blessure de Courtney Vandersloot, il y a eu la mise en place de Tyler Marsh, qui n'a pas été pour moi la bonne solution. Et puis là, sur les derniers matchs, enfin depuis maintenant presque pas loin de 3 semaines, hein, on a Angel Reese qui joue plus, avec soi-disant mal de dos. Bon, on ne sait pas trop. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si Chicago était en course pour les playoffs, je pense qu'elle jouerait. Là, à mon avis, Oui. c'est. Je, D'ailleurs, elle a je joué pense qu'elle est certains matchs, blessée. hein.
Oui, oui, Le je match pense. où, Mm, sa mère était dans le public, par exemple, mm, 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 elle mm, l'a joué. mm. Donc après, pareil, on peut se dire, elle a peut-être mordu sur sa Voilà. chic Mm. pour ce Non, mais match-là. je pense pas que c'est une blessure simulée. Je pense qu'elle est vraiment impactée. Par contre, je pense qu'elle serait capable de jouer. Après, là, ils prennent sans doute pas de risque. Peut-être qu'elle, elle en a un petit peu ras-le-bol aussi. Bon, bref, voilà, il y a tous ces sujets-là autour de Chicago. Mais ce qui est surtout catastrophique, entre guillemets, parce que faire une saison mauvaise, ça arrive et c'est pas trop grave dans la majorité des cas, notamment quand on a un groupe jeune. Le gros problème de Chicago, c'est qu'elles n'ont pas leur pic de draft. Leur pic de draft va à Minnesota. Et donc, elles ne peuvent même pas tanker en se disant, bon, c'est une année pourrie, on a eu des blessures, on a fait le mauvais choix de coach, ok, on met le rideau, on tank, on récupère un haut pic de draft, et l'année prochaine, on aura récupéré normalement une forte joueuse. Sauf que là, le pic, il va partir à Minnesota, mais la meilleure équipe de la ligue. Bon, Minnesota, je pense qu'ils se frottent littéralement les mains, hein, évidemment, de ça. Cheryl Reeve, je sais pas, maraboute tous les GM Incroyable. de toute la ligue, c'est terrible. Mais bref, non, ce qui est terrible pour elles, c'est qu'elles ne peuvent pas. Le fait de tanker et d'être nul, entre guillemets, bah, ça leur apporte rien du tout. Et on peut imaginer, on en a parlé un petit peu jeudi dans notre live Twitch, hein, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail du sujet, vous pourrez le réécouter. C'est le quid de qu'est-ce qui va se passer sur Angel. On voit depuis quelques temps quand même qu'il y a quelques déclarations sur les installations, sur le style de jeu, sur tout ça qu'elle sort. Moi, je me pose vraiment la question de savoir si elle n'a pas déjà joué son dernier match avec Chicago, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que tu le dis, ils ont voulu accélérer le projet. Alors bon, ça parfois ça arrive quand on Ouais, mais sent que c'est c'est pas peut-être mal. le moment. C'est pas une mauvaise Et idée, hein, ça. mais du coup, en fait, le souci aussi, c'est que il y a ce pic que tu perds sur une draft qui va quand même être une très bonne draft, euh, qui part à Minnesota. Bon, ben ça, c'est pour Minnesota, mais peu importe où ça part, en fait. Oui, oui, peu importe. Ouais. Tu as du coup mis de côté ton pic, mais pour faire venir des joueuses qui en plus sont toutes free agent en fin de saison, parce qu'on est sur une année très particulière où toutes les joueuses qui sont pas en contrat rookie, en gros, sont free agent. Donc en plus, tu l'as fait pour avoir presque une location d'un an sur des joueuses et pour une saison où ça fonctionne pas. Donc c'est effectivement un peu triste. Alors si tu finis par garder, au final, en fin de saison, les seules joueuses qui seront sous contrat, c'est Camila Cardozo, Angel Reese, Ellie Van Lys et Maddie Westbeld. Hum. Mais effectivement, on se pose la question de se dire, est-ce que Angel Reese va pas à un moment, enfin, juste dire écoutez, j'en ai marre. Alors, on n'a absolument aucune info là-dessus. Hein, Angel Reese n'a absolument rien dit. Mais malheureusement, on craint ça aussi parce que dans l'historique de Chicago, ce ne serait pas la première fois que ça arrive non plus, malheureusement. Avec les exemples les plus flagrants, effectivement, sont Sylvia Falls et Elena Deldon, qui sont des joueuses qui promettaient énormément de choses dans la franchise et qui finalement ont demandé leur départ et ont obtenu finalement plus de réussite après leur départ qu'avant. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui fait assez mal aux fans. Alors on le souhaite évidemment pas à Chicago et à ses fans. Il est tout à fait possible qu'en fin de saison, la franchise réussisse à dire à Angel Reese, bon de toute façon Angel Reese est toujours sous contrat, donc Oui, oui, voilà, bien sûr. il n'y a pas de question. Mais toujours est-il que, ouais, par rapport au projet de Chicago et au fait qu'il il se passe rien, quoi. Enfin, je veux dire, là, le projet sportif, alors oui, il y a eu des Hum. blessures, il y a eu la blessure de Courtney Vandersloot, il y a plein de circonstances, mais dès les premiers matchs, on a quand même vu que c'était assez compliqué du côté de Chicago, et en tout cas, là, en termes de réussite, entre Moi, guillemets, heureusement que l'équipe a quand même pris un peu d'avance à un moment par rapport à Connecticut, parce qu'actuellement, hum. le Sun propose des choses plus intéressantes et pourrait Ah presque. oui, oui. Ah bah oui. Ah oui, clairement. C'est parce qu'il y a un match et demi d'écart et que donc, bon, il faut voir quand même si, vu le rythme de réussite de ces équipes, si, je pense que ça va peut-être être compliqué de revenir, mais sinon, il y a même il y a Mais même un ça, scénario où Chicago finit dernier et où mais ça a même un Minnesota repart avec impact. le first pick, en fait. Mais ça a même un impact. Enfin, le plus haut taux de chance de l'avoir. Oui,
Parce qu'encore une fois, c'est sur 2 ans en plus, hein, donc Oui, il oui, faut oui. réintégrer. Je pense qu'il y a du retard quand même sur Dallas, mais bon, mais même Dallas, hein, du coup, ça les impacte aussi parce que comme Chicago gagne plus un match et que Dallas est en tanking un peu déguisé et que ça joue mieux à Dallas, bah, du coup, il faut plus qu'elle gagne trop de matchs non plus quand même. Donc tu vois, il y a des impacts aussi inter-équipe. Moi, je vois qu'une chose quand même positive, dans tout ça, dans la saison, c'est le fait que, comme ça a été le néant au niveau du jeu, les blessures et tout, on en a parlé un peu jeudi, c'est quand même la partie de mettre Angel au cœur du jeu, même si elle a été quand même plutôt mal utilisée, il n'y a pas eu beaucoup d'écran pour elle, mais on lui a donné la création. Et ça, je pense que, alors elle a fait beaucoup de turnovers, ça a été beaucoup relayé et tout, mais je pense que c'est une bonne chose quand même parce que, entre guillemets, ça permet un peu de tester ses pouvoirs, tu vois. Et elle a compris qu'elle était sans doute capable de faire ça. Alors peut-être qu'elle le fera ailleurs qu'à Chicago. Ça serait la mauvaise nouvelle. Mais je pense que quand même, s'ils arrivent à la garder, tu sais, le mois et demi en gros où elle a joué là sans Courtney Vandersloot, où elle a vraiment été mise au cœur du jeu avec responsabiliser, monter la balle, organiser le jeu. Je pense que ça, quand même, si Chicago arrive à la garder, c'est quand même une bonne nouvelle parce que tu as développé ta joueuse majeure dans un rôle qu'elle avait jusque-là pas du tout. Et ça, c'est toujours positif pour l'avenir. Donc voilà, faut espérer maintenant qu'ils arrivent à la convaincre. Et puis peut-être que Angel pourra, sur son nom, sur sa gravité, sur tout ça, attirer quelques noms. On ne sait jamais, tu vois. On sait que Chicago, c'est pas une franchise qui attire beaucoup parce qu'il y a du passif sur les installations et tout ça. Mais bon, peut-être qu'avec elle, tu vois, c'est des joueuses, on l'avait dit avec Kathleen, on l'a dit avec Paige aussi, tu vois, cette année, c'est des joueuses un peu particulières quand même, dans l'aura Mhm. médiatique, dans tout ça, qui peut faire que je vois vraiment, j'essaye de trouver, tu vois, de faire un peu l'avocat du diable et de trouver des petits trucs positifs, parce que sinon, il n'y en a pas beaucoup du point de vue sportif, financier et autres. Je me dis qu'allez, peut-être que on arrivera à gratter ça, et ce qui serait quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Sky, parce que si tout se goupille mal, c'est vrai que là, je ne sais pas comment la franchise peut se relever d'un truc pareil, sinon. À Oui, suivre. exactement. Exactement. Une autre équipe qui accuse un peu le coup, alors c'est largement moins dramatique que Chicago, évidemment, mais qui, voilà, un petit coup de moins bien cette semaine et depuis quelques matchs, mais c'est Phoenix. Phoenix qui à un moment était vraiment, vraiment bien parti, qui là est sur 2 défaites d'affilée et surtout 4 victoires sur les 10 derniers matchs. Phoenix qui est redescendu en 4e place et qui en fait est même au coude à coude avec Vegas parce que bon, Vegas a 2 matchs d'avance, une victoire et une défaite, ce qui fait que dans les faits ça leur donne un bilan en pourcentage un poil moindre, mais donc enfin Vegas est vraiment dans leur short quoi. Mm. Donc il y a même la possibilité que Phoenix perde l'avantage du terrain en premier tour, ce qui serait un peu dommage par rapport à la première moitié de saison proposée et à la dynamique. Euh, alors, est-ce que la dynamique a vraiment été cassée au moment du trade de Dewana Bonner? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte selon toi, Gis? Bah, après, en plus, attention, hein, parce qu'elles sont que, je rajoute ça juste avant d'en parler, mais elles sont qu'à un match et demi des Valkyries et elles vont jouer les Valkyries, hein, donc ça peut aller vite, hein. Tu perds Mhm. le match contre le Valkyries, bah, ça revient au contact, hein. Donc attention quand même. Ouais, bon, après, sur le Phoenix, alors je vais pas tout mettre sur le dos de Dewana Bonner parce que, en plus, encore une fois, quand je parle de ça, j'en parle depuis assez longtemps, je n'en veux pas du tout à Dewana Bonner. Ah oui, Dewana non, Bonner est une bonne joueuse et d'ailleurs, elle fait plutôt des bons matchs avec Phoenix. exactement. Le problème, c'est que bah, j'en ai parlé assez tôt et ça a cassé quand même une bonne partie du plan de jeu. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on a retrouvé Kalea Copper qui est revenue aussi sur le début de saison. Elle n'est pas là. Satou manque aussi de quelques matchs. Et en fait, sur le début de saison, on a surtout Alyssa Thomas et plein de role players autour et plein de shooteuses. Sauf que là, les shooteuses, alors Monique joue encore, mais on voit pratiquement plus Laxa, on voit beaucoup moins Westbeld. Tu vois, toutes les role-players, on voit moins Sammy Whitcomb, qui n'était pas titulaire, je crois, encore la nuit dernière, tu vois, qui jouait beaucoup parce que Bah, c'était elles vraiment ont des moins de temps shoots. de jeu avec la. Voilà. Et je pense que du coup, la suroptimisation qu'il y a eu au début d'année sur vraiment l'aspect collectif, l'équipe aujourd'hui, elle est plus forte. Avec Satou, avec Kalea Copper, avec Dewana Bonner, il y a plus de talent. Mais je pense que c'est moins optimisé et on se retrouve un peu, alors il y a du talent, mais tu sais, un peu des fois comme on pouvait se retrouver dans les années du Sun avec Alyssa Thomas, où on savait que l'équipe était forte, mais tu savais toujours qu'il y avait des petits défauts.
parce qu'il y avait des endroits de jeu que tu pouvais facilement les cibler. Et là, je trouve qu'elles n'ont pas vraiment trouvé encore leur rythme tout ensemble. Le plan de jeu a été modifié. Et ça, on le sait, en cours de saison, changer les plans de jeu, t'as pas forcément le temps de travailler, t'as pas forcément le temps de t'entraîner beaucoup. Bon, c'est pas cata, hein, elles sont là, mais franchement, c'était la deuxième meilleure équipe de la ligue pendant les 2 premiers mois de la ligue, assez clairement, en termes de jeu en tout cas, même de bilan, mais en termes de jeu, elles étaient pas loin d'être deuxième hein, pendant une bonne période. Si tu finis cinquième ou sixième, c'est dur, je trouve. Quoi. Mhm. Là, Donc, quand on regarde bon. les derniers matchs, hein, si je prends depuis la fin juillet, là, donc Mmh. Phoenix, c'est défaite contre New York, victoire contre Washington, défaite contre Indiana, défaite contre Atlanta, victoire contre Chicago, victoire contre Connecticut, victoire contre Indiana, défaite contre Atlanta et défaite contre Vegas. En Toutes les gros, ça grosses vient équipes, les, elles perdent. ben voilà, ça vient vraiment les placer dans cette espèce de début de ventre mou et où vraiment les équipes contenders tu les perds et les autres équipes tu les gagnes. Ça souvent c'est un peu le symbole d'une équipe qui fait une bonne Moyenne. régulière et qui va coincer Mmh. Une équipe qui va moyenne. coincer à un stade en playoff. Donc et c'est effectivement un peu dommage par rapport à tout ce qu'on avait entrevu. Alors il y a encore un peu de temps et je pense que Oui. faut donner du crédit à Ned Tibbetts pour ce qu'il a fait depuis le début de la saison et sur les solutions qu'il peut essayer et espérer trouver par rapport à ça. Mais c'est sûr que il faudrait pas perdre trop d'influx là-dedans parce qu'effectivement, si t'as pas l'avantage du terrain, déjà c'est quand même pas la même chose. Je ne sais plus quelle joueuse en a parlé récemment dans une interview il y a dans les 2 jours ici, en disant qu'il fallait pas sous-estimer l'impact du X Factor, comme ils disent. C'est un public très chaud. Le public de Mmh. Phoenix, c'est une grosse fanbase. Donc, effectivement, l'avantage du terrain, quand tu t'appelles Phoenix, c'est quand même vraiment un surplus de motivation par rapport à ça. Surtout que si ça s'inverse avec Vegas et que tu te retrouves à jouer à Vegas au premier tour, Vegas, c'est aussi une salle qui peut être un peu chaude et hostile. Donc, ça peut vraiment avoir de l'impact. Donc, ouais, on espère que Phoenix va trouver les solutions. Comme tu l'as dit, il y a sans doute pas mal de rééquilibrage de minutes et surtout de peut-être retrouver effectivement de la confiance au niveau des role players ou alors que les autres stars retrouvent leur rôle aussi par rapport à ce système-là, par rapport au rayonnement que peut avoir Alyssa Thomas, qui est toujours aussi excellente. Hein. On en a parlé il n'y a Mmh. pas si longtemps où elle enchaînait les triples-doubles. Donc, Un petit peu moins à droite quand même. oui. Depuis, parce qu'il y a moins d'espace sur le jeu, enfin sur le terrain du coup. C'est plus les lignes de drive sont plus bouchées par le fait que voilà, les joueuses, bah voilà, on a moins de spacing dans l'équipe et du coup, enfin, c'est QFD quoi. Je veux dire, si Alyssa Thomas a beaucoup d'espace pour driver, bah oui, elle va faire des chantiers pas possibles. Si elle a moins d'espace, bah c'est plus compliqué pour elle. En plus, surtout que c'est pas un gabarit. Tu vois, elle fait pas 1,95 m quoi, où elle Mhm. peut shooter par-dessus d'autres quoi. C'est plutôt en puissance, en vitesse, mais si c'est blindé, bah c'est compliqué quoi. Donc, mais bon, c'est pas cata non plus. Hein. Je pense que elles sont Non. peut-être même au-dessus de ce qu'on avait pu imaginer pour elles au début de saison. Même Ah si oui, moi oui, oui, tout à fait. j'ai toujours pensé que ce serait une bonne équipe, ce serait plutôt une bonne équipe avec vu l'effectif. Donc bon, c'est pas cata, mais c'est vrai que c'est dommage quand on a vu le début de saison où c'était franchement, enfin moi c'était l'équipe que je préférais regarder jouer. Point de vue tactique, c'était vraiment assez incroyable et novateur en plus dans la ligue. Donc voilà, je trouvais ça bien cool quoi. Là, c'est un petit peu moins bien à regarder effectivement. Bon. Ouais. Une équipe qui par contre fonctionne très bien, j'allais dire pour le moment, mais en fait depuis le début de la saison, elles sont un peu Ouais, ouais. pareilles à elles-mêmes. C'est les Valkyries. Je pense qu'on peut commencer à dire avec un peu de confiance que les Valkyries vont faire les playoffs. Je pense. Ouais. À l'heure actuelle, elles sont donc sixième. Elles ont un bilan de 18-15, c'est-à-dire qu'elles ont un match et demi, 2 matchs même d'avance sur les Sparks qui sont neuvième, en sachant qu'il leur reste donc 11 matchs à jouer. Donc, pour qu'elles ne fassent pas les playoffs, il faudrait que à la fois Indiana, Seattle, Los Angeles leur passent devant. Je pense qu'au rythme où ça va actuellement, c'est quand même un écart qui est. Alors, on n'est toujours pas, on n'est jamais à l'abri d'une très mauvaise semaine, d'une grosse défaillance, mais vu la dynamique, quand même, bon voilà, la Golden State est sur 4 victoires d'affilée. Alors, c'est vrai qu'elles ont joué des équipes plus faibles aussi récemment, et que le calendrier de fin de saison leur réserve quand même quelques bonnes équipes.
Mais en tout cas, Golden State, ça marche bien. Et d'ailleurs, il y a eu quelques cartons cette semaine. Ouais, bah c'est top, hein. De toute façon, c'est toujours basé sur leur défense, hein. Donc c'est la 5e défense de la ligue au rating, mais au nombre de points encaissés, c'est la 2e. Bon, par contre, voilà, c'est pas une bonne attaque, hein. 11e au point marqué, 9e au rating offensif. Mais elles arrivent quand même à avoir un net rating positif. Donc ça, c'est bien, hein, pour une année d'expansion d'être dans le positif, c'est-à-dire en finale de gagner plus que de perdre, quoi, que d'encaisser des points. Donc c'est cool. C'est basé sur leur défense énorme. Et puis là, depuis 3 semaines, on a quand même 2 joueuses qui sortent vachement du lot, qui sont Veronica Burton et Cecilia Zandalazini, qui sont un peu littéralement en feu, hein, offensivement. Le match contre Washington de Veronica, le 30 points, 7 passes, 7 rebonds. Bon, 30 points pour Veronica Burton. Quand on connaissait, nous on l'a toujours bien aimé, hein, tu sais Flo, on l'avait mis même assez haut dans notre draft. Ouais. C'est un profil qu'on aimait bien à Mais à Northwestern, la mais base, c'était quand même un profil plutôt défensif, quoi. c'était Voilà, une joueuse qui était plutôt connue pour être une joueuse défensive et plutôt organisatrice offensivement. voilà. Mais peu de scoring, quoi. Donc la voir exploser totalement les compteurs. Bon, je pense pas qu'elle fera énormément de matchs dans sa carrière à 37-7 quand même, mais ça montre quand même la progression aussi qu'elle a eue. Et puis tous ces chiffres sont en augmentation, hein, la provocation de lancer franc, l'adresse au cercle, tout ça. Enfin bon, tout est en progrès. Et puis Cecilia qui surfe totalement sur son bel euro et sur sa médaille Mhm. de Ouais. bronze de l'euro, une joueuse qui est totalement en maturité, qui est en contrôle total de son basket et qui en ce moment, on peut le dire, qui est un peu sans doute en surchauffe un peu d'adresse quand même, parce que je crois que sur le mois, là, elle est à 44% à 3 points. Il me semble avoir vu la stat. Bon, voilà, ça ne va pas durer, mais elle est vraiment en contrôle de tout ce qu'elle fait. Elle est dans son prime total, quoi. Et puis, Écoute, elle est même en 45%, enfin 44,9% à 3 points sur la saison actuellement. ah ouais, même sur la saison, tu vois. Ouais. Ah oui, donc ça doit être même plus élevé que. Ouais, j'avais peut-être mal lu la stat, tu vois. C'est peut-être même plus élevé sur le dernier mois parce que là, elle rentre tout. Donc, c'est top, quoi. Je la vois même faire des efforts défensifs alors que pourtant, Dieu sait qu'on on connaît que c'est pas une joueuse de base défensive, mais dans un collectif aussi fort défensivement, c'est aussi plus facile, tu vois, de se voir un petit peu plus parce que forcément, il y a des rotations partout et donc des fois, ça arrive d'intercepter des balles, etc. Mais non, les 2 joueuses rayonnent, hein. On a toujours Janelle qui fait à peu près sa saison constante, hein, qui est toujours à peu près autour des 11 points tout le temps à tous les matchs. Et puis après, de temps en temps, il y a une joueuse qui sort un peu du lot. Tu peux avoir des fois Monique Billings quand elle joue. Tu peux avoir Iliana Rupert qui a fait un dernier bon match, là, pas loin de 15 points, je crois, 14-15 points. Tu as des fois Carla Leight qui est quand même assez inconstante dans les performances, mais qui est capable un jour de te mettre 15 points et du coup, ça peut suffire pour prendre le match. Ouais. Donc non, Elle c'est a le côté super. flashy, les fans l'adorent. Ah bah oui, oui, alors c'est peu efficace dans l'absolu, mais encore une fois, c'est normal. À 19, enfin, tu vois, 20 ans, elle est toute jeune. Bon, elle n'a pas connu tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses à. Mais oui, c'est sûr que c'est flashy. Tu vois, c'est un peu comme Marine de temps en temps. Tu vois, c'est à un niveau plus faible, mais c'est un peu similaire. Donc non, non, tout ça c'est top. Et puis bravo à Nathalie Nakassé quand même, qui je pense va peut-être pas être loin d'avoir le coach of the year quand même à la fin de la saison. Équipe d'expansion, les emmener en playoff à plus de 50% de victoire, Et d'ailleurs, avec un avec jeu fort, avec une identité forte. Bon, Et d'ailleurs, parce que du coup, je viens de le voir, on s'était posé la question pendant le live. Il y a un auditeur qui nous avait posé la question dans le chat. Et du coup, avec la 18e victoire qu'a eu ouais, la franchise, Golden State est officiellement la franchise d'expansion avec le plus de wins. Vu que jusque-là, c'était Détroit dans la mm, première expansion, donc bon, en 98, 98. C'était la préhistoire de la ligue. Ici, c'est aussi une saison avec plus de matchs. voilà, Donc c'est j'allais le pas préciser. spécialement, Mm, ouais, c'est pas mm. spécialement pour dire vraiment. Enfin, la news est tombée en mode, enfin, évidemment d'un point de vue purement chiffré, c'est le record. Après, l'idée est pas spécialement de dire cette équipe-ci est plus que celle-ci, peu importe. Mais en tout cas, ça montre bien la Que c'est réussite une qui, belle saison. voilà, belle saison pour une équipe d'expansion, ce qui n'avait pas spécialement été le cas des dernières. Et d'ailleurs, j'en profite, là, tu vois, tu parles de ça, mais attention à tout ce qu'on lit aussi sur les records en totaux, parce que
Ah bah oui. Forcément, les joueuses abattent tous les records. Bah oui, forcément, elles jouent 10 matchs de plus. Donc, c'est sûr qu'en total, faut faire attention. Alors, ça leur enlève pas des performances, hein, parce que elles sont performantes, évidemment, quand on voit tous les totaux de telle joueuse, telle joueuse. Mais bon, forcément, pour une joueuse qui jouait 30 matchs par an ou une autre qui en joue 44, bah oui, c'est normal qu'en total, les scores dépassent, quoi. Donc, c'est pareil, c'est un peu comme pour les victoires, faire un petit peu attention sur les totaux quand même, quoi. Oui, oui, Parce tout que à c'est fait. un peu facile. Non, mais je lis ça régulièrement, tu sais, régulièrement. Ah oui, c'est la première joueuse de l'histoire à atteindre autant de 3 points. Bah oui, oui, mais bon, forcément, il y a plus de matchs, donc c'est un petit peu normal, quoi. Bref, voilà, c'était une Bah ouais. petite parenthèse. Ouais, tout à fait. Euh, On pensait revenir sur un match, mais qui est du coup très récent, vu que c'est le match d'hier soir, match qui était à heure tout à fait humaine pour les Européens, le match entre le New York Liberty et les Minnesota Lynx, le remake des dernières finales. Un match qui, je vais reprendre le score devant les yeux, qui s'est soldé par 80, 86-80. ouais c'est ça, 86-80. Euh, un match serré parce qu'au final c'est 86-80, mais par un peu le jeu des lancers de fin de match. Hein. Sinon, il y avait encore qu'un point d'écart à 40 secondes de la fin avant un gros 3 points de Kayla McBride. Victoire de Minnesota sans Nafisa Collier. Défaite de New York sans Brianna Stewart. Euh, et un match qui finalement est peut-être très représentatif de ces deux équipes cette saison. Avec Minnesota qui juste déroule son basket, s'appuie sur une énorme défense, parce que ici on a quand même un Minnesota qui joue sans Nafisa Collier, alors ça reste une équipe qui du coup produit un très bon jeu, mais qui possède quand même plus dans ses rangs la joueuse qui peut mettre la franchise sur son dos, et donc c'est vraiment une victoire collective globalement. Alors il y a eu quelques réussites d'adresse par moment, mais il y a eu aussi de la réussite d'adresse en face de New York qui, euh, qui pour le coup a loupé le coche en ayant pourtant encore une fois une grosse force de frappe. Euh, Enfin voilà, je balance des trucs en vrac. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match à chaud pour nous, parce que bon, on va pas vous mentir, on enregistre ici samedi soir, une fois n'est pas coutume. Donc pour nous, le match est assez chaud dans notre tête. Mais qu'est-ce qu'on a pensé de ce match qui finalement était un match plutôt agréable en termes de scénario et oui, de dramaturgie, je vais dire. Ouais, bah, je trouve qu'il est assez similaire au précédent, où Minnesota avait gagné aussi sans Nafisa Collier, avec le même équipe, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus Brianna Stewart. C'est un peu la guerre du collectif et de la mise en place tactique contre le talent, quoi. Je pense qu'on pourrait le résumer un peu comme ça. Et t'en as parlé, la défense des Lynx, c'est ce qui fait la différence. Même sans la meilleure joueuse peut-être de la planète actuellement, bah en fait leur défense elle est tellement bonne que elles embêtent tout le monde. Et c'est pas offensivement qu'elles gagnent les matchs, c'est défensivement. Et elle s'arrange pour être tout le temps dans les matchs. Et après, tu as toujours le petit coup de chance, le petit tir qui va rentrer au bon moment, etc. En fait, elles sont jamais vraiment en danger parce que leur défense leur assure un plancher. Et en face, New York bah, se présente un peu toujours avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que beaucoup de talent, mais le plan de jeu, moi, je le comprends toujours pas. Des sélections de tirs toujours compliqué. On a parlé tout à l'heure, on a vu Emma Messman dans un corner en catch and shoot. On se dit, bon, bah, elle les a mis en plus, elle les a mis en deuxième mi-temps, tu vois, les 3 points, parce que c'est pas une joueuse, c'est une joueuse à droite, quoi. Mais utiliser Emma comme une simple joueuse role-player dans un corner, c'est quand même étonnant, quoi. On a toujours Sabrina Ionescu qui prend encore 16 tirs, qui fait 5 sur 16 au tir. Bon, en fait, ce match, il y a 6 points d'écart. New York est en position de le gagner parce qu'en deuxième mi-temps, elles font 8 sur 15 à 3 points. Et en Il première y a mi-temps, une, pourquoi elles ont 15 points de retard? Parce qu'elles font 3 sur 14. Mais en fait, c'est juste ça la différence. C'est qu'en deuxième mi-temps, elles ont mis leurs 3 points. Des 3 points qui sont pas forcément faciles, il y a eu, mais il y a eu c'est une que belle ça. séquence, enfin aussi De dans le Marine troisième quart, notamment. et mais en fait avec, Hmm. tu sais quoi, avec les européennes, il y avait Ouais, des ouais, belles ouais, combinaisons de ouais. Marine avec des balles à l'intérieur. Jonquel qui a quand même été bien nourri cette fois-ci. Ouais, mais même pas assez, je trouve. Ouais, mais plus en deuxième mi-temps, je trouve, mais oui, mais
Et oui, des belles combinaisons avec et Léonie Fibiche aussi. Je trouve que c'est presque les Européennes qui ont un peu tiré le truc. Euh, oui, c'est effectivement assez bizarre. Natasha Cloud, pardon, qui sort vraiment pas Ouais. le, le meilleur match de la Terre, mais oui. Alors, on peut se dire, oui, bah, il manque Brana Stewart, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Le retour de Brana Stewart, qui va poser plus de questions que d'apporter de réponses, finalement, depuis le trade d'Emma Messman. Bon, parce que ici, sur ce match, on a effectivement parlé aussi de l'utilisation d'Emma, comme tu le mentionnais un peu plus tôt. Après, il y a d'autres matchs du Liberty, et c'est toujours ça un peu le côté avec le Liberty, c'est qu'il y a des matchs où tactiquement ça joue hyper bien, et puis des matchs où elles ne le refont pas. Et on a vu aussi des matchs avec les bonnes utilisations d'Emma Messman au cœur du jeu, avec une Sabrina Ionescu qui distribue, qui est plus dans la gestion. Et dans ce cas-là, le Liberty devient tout bonnement injouable. Et donc, ben, à la fois Brenna Stewart est absente, et à la fois ça permet euh, parfois à Emma aussi de rayonner. Donc ça pose pas mal de questions pour New York. New York qui du coup est de nouveau redescendu derrière Atlanta. Il y a un petit jeu de chat et à la souris pour le moment avec Atlanta au classement en fonction des victoires et des défaites de chacun. Mais oui, parce que sinon sur le papier c'est effectif. Alors défensivement, on se doute bien que l'équipe est défensivement moins forte qu'elle ne l'était par le passé. Tu n'as plus Betnay Jalini, tu n'as plus Kayla Thornton. Mais par contre, c'est une équipe qui pourrait se permettre d'avoir une défense moyenne en ayant une attaque qui pourrait Mais être c'est tout ça. bonnement all-time en fait. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que, à la limite, moi, je suis prêt à ce qu'ils acceptent d'avoir une défense moyenne, voire pas très bonne, tu vois, par rapport aux bonnes équipes, en tout cas. Bonne par rapport à la moyenne de la ligue, mais par rapport aux bonnes équipes. Mais en fait, cette attaque, comme tu l'as dit, elle devrait être all-time. Et le problème qu'on a depuis le début d'année, c'est que leur attaque, elle est pas bonne. Alors, quand on regarde les ratings, oui, parce que, encore une fois, tu Parce joues qu'au des talent, ça équipes met des des fois plus points au bout d'un faibles. moment. Voilà. Mais par contre, leur attaque, face à une équipe, moi, je pense qu'elle pourrait mettre 100 points à tous les matchs. Sans problème, en fait. Vraiment sans problème. Donc là, elles en ont mis 80. C'est pas mal. Mais il y a des matchs où elles en ont mis 65. Je ne comprends pas comment tu peux mettre 65 points en saison régulière en plus. Encore une fois, en playoff, quand tu joues des matchs de série, que tu es au match 4 de la série, tu vois, c'est normal, au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'ajustements, les équipes se connaissent vachement bien. C'est normal que l'adresse, la défense est plus élevée. Mais par contre, en saison régulière, euh, je les ai vus marquer 67 points contre Dallas, tu vois. Enfin, je veux dire, quand même, quoi. Non, mais tu vois, je prends des exemples, mais euh, moi, il y a vraiment que le match, on en a parlé un peu jeudi, mais le match contre les Sparks, où là, je pense qu'elles ont fait leur meilleur match depuis la construction de cette équipe en 2023. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu d'elles, offensivement en tout cas. Et il y avait une répartition très bonne, une Sabrina Ionescu au cœur du jeu, mais qui prenait pas trop de tirs. Et c'est comme ça que moi je la préfère. Emma Messman était très alimentée, Jonquel Jones était très alimenté, et elles ont mis, je ne sais plus, 105 points ou 106 points dans le match. Et ça devrait être ça tout le temps, t'imagines? Sabrina, Emma, Jonquel, bah, même Tasha Claude, Marine Johannes, enfin, Léonie Fibic, qui est sans doute une des meilleures 3D de la ligue, tu vois. Alors c'est dans un rôle petit, hein, évidemment, elle fait pas, tu vois, elle va pas te créer du jeu, mais c'est une des choses les plus efficaces de la ligue, si ce n'est la plus efficace de la ligue. Donc, par moment, je me dis, voilà, ça devrait être une équipe qui devrait outscorer totalement les Lynx dans ce cas-là, surtout sans Nafisa Collier. Malgré la défense des Lynx, ils devraient trouver des solutions. Et en fait, elles n'en trouvent pas parce que je pense que le plan de jeu est vraiment pas bon et j'ai peur quand Brenna Stewart va revenir. Parce que là, on va rajouter du talent, mais quid de la répartition des ballons, quoi. On verra. Alors on fasse un petit mot quand même sur Sur l'énigme Courtney. Courtney Williams. Ouais, Mais après, bon, c'est Courtney Williams, quoi. oui, elle a été dans un soir où elle mettait dedans. Ouais, mais enfin, je veux dire, 26 points, on va quand même le citer, parce que 26 points, 5 rebonds, 5 passes, elle a sorti un gros match. Alors, Ah oui, toujours avec oui. une sélection de tirs très particulière, mais elle les a mis. Donc voilà, 10 sur 18. Euh, Kayla McBride, étonnamment peu en réussite sur la ligne, qui a quand même loupé quelques lancers 4 lancers importants francs. sur la fin.
Mais Euh, 13 provoqués quand même. Hein. mais 13 provoqués, ça c'est très bien. Mais les 4, elle les a vraiment loupés sur la fin. Donc Mm, ça mm. aurait pu coûter cher finalement. Ça ne le fait pas quand même 17 points. 17 Puis elle points met le gros tir. Et puis elle met le gros tir, t'en et as elle parlé met tout à le l'heure. gros tir à 30-40 secondes de la fin, Mm, mm. qui clôt quasi les débats, parce qu'après ça oblige New York à rentrer dans le jeu des lancers de fin de possession. Donc voilà, un entre-deux un peu bizarre sifflé. D'ailleurs, je l'ai pas. Oui, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler en off, ça, mais tu Oui, as compris, toi? j'ai pas du tout compris pourquoi il y avait. Enfin, le truc, c'est que c'est sur Dijon et Carrington, mais il faut qu'ils comprennent, les Américains, quand même, que quand on ceinture une joueuse par derrière, c'est pas entre deux, même si on touche le ballon, quoi, quand même. Parce que bon, au bout d'un Ouais, moment, mais sinon. ils ont considéré Tash qui était devant, Ouais, alors que enfin bon. Emma venait faire Ouais, sa faute par derrière. Enfin, ouais, mais il y a faute, oui. quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais. Ouais, bref, bon, écoute, il n'y a pas eu de conséquences puisque Minnesota a eu le ballon au final sur l'entre-deux, mais c'est vrai que c'est. Enfin, mais c'est pareil dans le basket américain global. Hein. La règle de l'entre-deux est quand même très discutable par moment, mais bref. Donc voilà, ça s'est terminé au final bien. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, bah, ce type de match à Courtney Williams, ça lui va parfaitement. En fait, il n'y a pas Nafisa Collier. Elle a beaucoup de ballons parce que du coup, c'est la première option offensive. Elle a tous les tirs, quoi qu'il arrive. Donc, tu sais, elle est dans son rôle d'Atlanta, elle est dans son rôle du Sun à l'époque quand on lui donnait tous les ballons, ça lui va bien. Après, effectivement, là, c'est un coup de chaud total. Celui-là qui voit que ce match-là, il se dit ah mais quelle joueuse incroyable. Et puis quand après tu vois les 5 prochains matchs, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait en fait. Donc Ouais, bon, après, bon moi j'ai. voilà. Quoi. Après, on a quand même vu aussi le long tout bricasse avec 19 secondes sur l'horloge en première Oui, puis le intention. airball à 3 points juste avant aussi. Enfin bon. Non, mais de toute façon, c'est toute la, Bah, c'est Courtney c'est Williams, quoi. c'est toute la beauté de la joueuse. Mais après, elle apporte aussi des choses, faut le dire, hein, parce que c'est vrai que des fois, on aime bien la tacler un peu, mais elle amène aussi, on en avait parlé dans les previews, elle amène un peu le jeu d'isolation, le jeu de 1 contre 1, qu'il n'y Elle a a, pas beaucoup dans cette équipe, et elle a quand ça, même c'est un quand même pas excellent mal. handle et Ah effectivement, oui, c'est une équipe dans laquelle ben, Alana Smith, Jessica Shepard, même Kayla McBride, c'est une joueuse qui est pas non plus, tu vois, en termes de handle pur, hum, hum. comme tu dis, dans le jeu d'ISO et tout ça, oui, si, sur des lignes de drive, et ça c'est bon, mais oui, oui, donc ouais, Et c'est c'est une bonne intéressant chose. d'avoir une joueuse comme Courtney Williams quand même. Et c'est une super joueuse de pick and roll, c'est une super passeuse sur pick and roll. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le match, hein. Elle a bien servi à la Smith plein de fois. Ouais. En plus, il y a eu une défense un peu suspecte de New York sur le pick and roll, mais bon, bref. Et du coup, c'est une bonne passeuse quand même. Enfin, elle trouve des bonnes lignes de passe sur pick and roll. C'est pour ça que d'ailleurs, elle excelle avec Nafisa Collier, parce que, bon, voilà, quand tu as Nafisa Collier qui pose l'écran, c'est pas trop mal derrière quand tu lui donnes la balle, quoi. Mais faut le reconnaître aussi, il y a ce côté-là, il y a voilà, la sélection de tir est problématique, c'est clair, mais par contre, à côté de ça, elle a d'autres qualités. Et je trouve en plus que depuis qu'elle est à Minnesota, et je pense que ça, c'est un gros boulot de Cheryl Reeve, elle est plutôt très correcte en défense, Oui. ce qui n'était Et, pas du tout le cas initialement quand même. ouais, Donc, mais même sur sa sélection de tir, elle exagère pas, elle croque pas. Là, comme tu le dis, non, un match comme celui-ci, Nafisa Collier mais est là, elle pas n'a là. pas le Donc, de toute choix. façon, il y a Voilà, besoin qu'elle prenne les tirs. bah Il y a oui. besoin d'avoir du volume sur une joueuse quelque part. Surtout face à une équipe de New York où tu sais que malgré leurs difficultés et tout ça, il y a un risque que l'équipe en face produise du volume offensif. Donc, tu vas être obligé d'y répondre. Donc, oui, oui, effectivement. On la taquine parce qu'on aime bien la taquiner. Mais c'est une joueuse qui a quand même réussi à très bien se mettre dans son rôle dans cette équipe et qui est très bien coachée et contenu utilisé à bon escient sur ses Hmm. qualités par Cheryl Reeve. C'est surtout une joueuse qui doit être coachée, par contre. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. On va terminer par un petit coup de cœur, mi-coup de cœur, mi-coup de gueule de ta part, sur une joueuse aussi qui devrait être mieux coachée, justement. Tu voulais nous parler de Daisy McBegor. Ouais, parce que là, c'est quand même, enfin, c'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur, parce que le coup de cœur, il a été cette nuit, en fin de match, et le coup de gueule, il est depuis quelque temps. Alors, on a beaucoup parlé que Noël Quinn n'utilisait pas son banc à Seattle, etc., et qu'elle avait sans doute un peu cramé ses joueuses, ce qui est assez vrai. Je pense que c'est une grosse partie de la chute de Seattle. Donc là, depuis quelque temps, elle utilise un petit peu plus son banc. Elle fait jouer notamment beaucoup plus Dominique Malonga, ce qui est plutôt très positif. Le problème, c'est qu'en fait, elle est en train de. Depuis quelques matchs, elle faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle faisait terminer les matchs de Dominique parce que effectivement, Dominique avait quelques apports offensifs intéressants et apportait des points. Et ça, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'elle est énormément ciblée défensivement
Et tous les points qu'elle apporte en attaque, souvent, elle les prend en défense. Et donc, du coup, oui, tu vois un apport positif, mais en fait, tu désavantages totalement l'équipe. Et je rappelle que c'est un sport, même si on marque 12 points, mais qu'on en encaisse 14 de notre faute, on perd le match de 2, quoi. Donc, à un moment, c'est bien de mettre des points, mais c'est bien aussi de défendre. Et là, je ne veux pas taper du tout sur Dominique. C'est pas du tout de sa faute. Elle est mise sur le terrain, elle fait, et elle essaye plutôt bien, mais elle est très ciblée. Et dans le match, dans les 2 derniers matchs de Seattle, elle a été énormément ciblée en fin de match. Le premier contre Atlanta, elles l'ont perdu. Hier, elle menait de 12 points à l'entame du 4e quart-temps. Et en 2 minutes 30 de présence de Dominique, Atlanta revient à 2 points. Il y a un 10-0 où en fait tous les points sont concédés sur pick and roll, sur une attaque sur le fait qu'Atlanta attaque Dominique. Et après, forcément, on l'a déjà évoqué, il y a plein de petites choses qui vont pas. Et mon coup de gueule, en fait, il était là-dessus. Il est que je ne comprends pas pourquoi Noelle Quinn n'utilisait pas peut-être, allez, dans le top 3 de la meilleure joueuse défensive depuis déjà 3-4 ans, Ezzy McGregor, qui ne jouait pas à les fins des matchs parce qu'elle apportait moins offensivement, mais parce qu'aussi on ne lui donne pas la balle. Oui, parce qu'en Et fait, donc, du coup, elle peut tout à fait apporter le genre de production mais bien offensive sûr, qu'apporte Dominique Malonga. Enfin, je veux dire, mais sauf qu'on ne lui donne pas la balle, donc forcément. Et donc, elle était régulièrement benchée en fin de match, à tel point qu'on la voyait tirer une tronche sur le banc, alors que pourtant, Ezzy, je veux dire, c'est pas un gros ego, c'est pas, tu vois, mais bon, au bout d'un moment, ça fait quand même un peu mal. Et là, cette nuit, ce qui était cool, c'est que du coup, quand il y a eu la grosse remontada d'Atlanta, Noelle Quinn s'est décidé à la remettre sur le terrain. Et là, ça a été phénoménal. Je vous encourage à regarder les 3 dernières minutes du match où elle rentre et elle ne concède presque plus un point. Elle va faire un contre sur Brianna Jones, un contre en position d'aide. Elle fait une interception. Elle fait 2 dissuasions au cercle sur Ryan Howard sur 2 paniers décisifs. Et elle gagne en fait le match pratiquement à elle toute seule sur son impact défensif de fin de match. Et donc voilà, c'est un limite coup de gueule, c'est qu'à un moment, ok que Dominique joue en cours de match, ça moi j'ai aucun problème, qu'elle joue 15 minutes, 20 minutes, pas de problème. Par contre, honnêtement, lui faire terminer les matchs pour une jeune joueuse comme ça, déjà, c'est pas lui rendre service parce que pour sa confiance, et en plus, Seattle est dans une période critique et veut être compétitif. Donc, quand tu es compétitif, tu ne cherches pas à développer ta jeune joueuse à 5 minutes de la fin et la mettre en défaillance, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'espère que le match de cette nuit a fait ouvrir les yeux à Noelle Quinn en se disant, bon, ok, faut que je fasse jouer Dominique, c'est indispensable parce qu'elle apporte des choses. Par contre, à mon avis, il y a des moments de match à la mettre sur le terrain et d'autres où il faut mieux éviter de la mettre sur le terrain en fonction du score, en fonction de la dynamique, etc. Parce que, encore une fois, au-delà des petites errances des fois défensives qu'il y a aussi mentalement pour elle, c'est une joueuse de 19 ans, avec une pression énorme sur l'équipe. Là, on peut se douter que la pression, elle est immense sur Seattle. Donc, voilà, je voudrais qu'il y ait un petit peu plus de nuances et que Noël fasse confiance à quand même une joueuse qu'elle connaît quand même bien, hein, draftée 2019, je crois, si oui, je dis pas de bêtises, en voilà, 12e qui a position. évolué, qui est pas forcément tout le temps mis dans la discussion d'Ipoy parce qu'aux États-Unis on se rend pas toujours compte, mais moi elle est dans mon top 3 des meilleurs intérieurs défensifs de la ligue, quoi. Ouais, puis Avec elle voilà, arrive vraiment à maturité. Moi, je pense que c'est vraiment une joueuse où il lui faut un autre contexte, alors que ce soit dans cette franchise-là avec un changement au coaching staff, ou que ce soit par un changement ou de de franchise coéquipière, ou de coéquipière. Mais je pense que c'est une joueuse qu'on a vu jouer dans d'autres contextes, entre autres en contexte FIBA de façon globale, qui peut apporter tellement plus. J'ai presque l'impression qu'on a souvent parlé du fait qu'elle est arrivée tôt en WNBA, vu qu'elle est arrivée à 19 ans, Hum, comme, enfin, je veux dire, comme Dominique Molanga, comme Dominique, comme ouais. les Hum, hum. joueuses européennes quand elles viennent directement après leur draft. Du coup, l'avantage, c'est que la franchise a été patiente de la développer petit à petit. Le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, où ce serait le moment de pouvoir, entre guillemets, je dis pas lui donner les clés du camion, il y a des joueuses qui sont avant elle dans la hiérarchie, mais en tout cas, elle doit pas être sixième, septième dans cette hiérarchie-là, en fait. Elle doit faire partie d'un Big Four, si on veut regarder ça de façon assez large. Et, euh, et on ne le fait pas parce que j'ai l'impression que, comme ça fait longtemps qu'elle est là,
enfin, on l'a un peu catalogué dans le rôle qui était le sien quand elle était Mmh. sophomore, troisième Mais, année, alors que maintenant, elle peut faire plus, quoi, mais, largement. tu, mais tu vois, même à la limite, vu le contexte d'équipe, vu les porteuses de balles, etc., à la limite, que tu l'utilises pas trop offensivement parce que tu peux pas trop lui donner de ballon, à la limite, ok. Mais c'est une joueuse majeure défensive. Et donc, c'est ton encre de défense. Je veux dire, en plus, si tu fais jouer Neka à côté, bah, Neka, c'est pas la meilleure joueuse défensive de la ligue. Tu vois. Autant offensivement, elle est Mhm. monstrueuse, mais défensivement, elle est plutôt petite, pas forcément hyper mobile, mais tu as une encre défensive. Et lancer ta jeune joueuse de 19 ans sur des matchs aussi compétitifs, tu vois, si Huttle jouerait la loterie, pas de problème, pas de souci, tu vois, que tu l'envoies. Au contraire, elle va faire des erreurs, mais pas dans ce contexte-là, quoi. Et en plus, je trouve que oui, c'est pas trop, enfin, comment, récompenser quand même la joueuse qui est là depuis longtemps, qui t'apporte énormément depuis longtemps. Et moi, je pense aussi à l'avenir parce que, bah, en l'utilisant comme ça et en faisant ça, je rappelle qu'elle sera free agent l'année prochaine et qu'à mon avis, ça sera une joueuse relativement très très courtisée si elle veut quitter Seattle. Ouais, tout à fait. Et je rappelle aussi que Skylar Diggins-Smith est âgé, que Neka Ogumike est âgé. Donc, c'est possible que l'année prochaine, Seattle soit en reconstruction totale. Donc, elles ont des jeunes. Elles ont Nika Mule, elles ont Jordan Hurston, elles ont Dominique Malonga. Elles ont peut-être potentiellement la capacité de garder aussi Gabby Williams, tu vois, qui est quand même encore, qui rentre dans son prime. Mais ça serait bien de garder Izzy si tu n'as plus les anciennes quand même, tu vois. Et si tu la perds parce que tu t'es un peu brouillé, entre guillemets, avec elle, parce que je pense pas qu'on se brouille vraiment avec Izzy McBegor, vu que ça a l'air d'être quand même relativement une crème. Mais voilà, si elle a envie de trouver plus de responsabilités et puis plus de temps de jeu ailleurs, ce qui se comprend totalement, hein, avec peut-être un salaire en plus, tu vois, décuplé, quoi. Ça serait dommage de la perdre si derrière tu gardes plus tes anciennes et si tu n'as pas de possibilité de re-signer d'autres choses à la free agency, quoi. Mhm. Donc voilà, donc c'était un peu pour parler de tout ça, quoi, et puis et de mettre un petit peu la lumière sur une joueuse quand même qui est, enfin moi que je trouve, qui, tu vois, dans nos power rankings on la met jamais, mais je pense qu'elle est pas loin des, elle serait dans un top 30, tu Oh, vois, peut-être non, pas dans un top on l'a pas 24. fait rentrer dans notre dernier Power Ranking l'année passée? Je sais pas, peut-être, je sais plus. Mais Mais, en tout cas, elle est clairement dans le top 30 de la ligue. ouais, oui, oui, oui. Voilà, rien que par son impact défensif déjà, Mhm. obligatoirement. Donc à un moment quand même, faut, voilà, je sais que je suis pas toujours très tendre et d'accord avec ce que fait Noel Quinn, mais là il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des limites à mettre et puis à essayer quand tu veux gagner de mettre les meilleures joueuses et en tout cas au bon moment sur le terrain. Parce que, je répète, hein, c'est pas un problème que Dominique joue, mais il y a des moments où c'est quand même plus facile de la faire rentrer que d'autres, quoi. Donc voilà. Bah, surtout qu'en plus, bah, tu l'as mentionné, ça permet de venir sur le point que moi je voulais évoquer. Euh, c'est par rapport au potentiel pic de Seattle pour la prochaine draft. Parce qu'on se retrouve dans un cas de figure un peu particulier. On a parlé tout à l'heure du pic de Chicago qui allait à Minnesota. Autour de Seattle, il se passe plusieurs choses. Déjà, le pic de Seattle va à Washington. Ça, de toute façon, Le trade de Sykes, ouais. c'est prévu comme ça dans le trade de Britney Sykes. Mais Seattle est censé récupérer le pic de Los Angeles dans le cadre de l'échange du C'est coup. Kelsey Plum. Le trade, C'est Kelsey Plum et Joey Lloyd, en fait, tu vois, ouais, c'est le trade à 3 de. le Voilà. trade à 3, ouais. Sauf que ce pic est protégé loterie, ce qui veut dire que ça ne fonctionne. Attends, j'essaye de ne pas me perdre. En Non, gros, non, il faut. non, Pardon. non, tu l'as quoi qu'il arrive. Il n'est pas protégé loterie, tu l'as quoi qu'il arrive. Mais par contre, dans un cas, il est en loterie si les Sparks vont pas en playoff. Sinon, si elles vont en playoff, il n'est pas en loterie. Mais non, parce qu'après, dans le cadre de l'échange, il y a un échange avec Los Angeles et nous, on le récupère. Non, pas celui-là. Ah non, 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 c'est Non, celui de non, non, Seattle non, qui non, non. redevient à loterie. Oui, oui, C'est pardon, celui de pardon, pardon, Seattle. pardon, Non, pardon, non. pardon, oui. Oui, oui, c'est ça. Euh, En fait, oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que si Seattle ne va pas en playoff, à l'heure actuelle, il est très probable que ce soit Los Angeles qui, du Qu'il coup, y aille en aille. playoff. Voilà. Et en fait, la chose qu'il faut bien comprendre cette année, c'est qu'on a deux équipes d'expansion qui sont Toronto et Portland, et que donc la différence entre être en playoff et ne pas être en playoff, ben, c'est passé de potentiellement la place 5 à la draft, voire même mieux si tu as de la chance à la loterie,
à la place 8. Et donc la différence, c'est qu'effectivement, si Seattle ne fait pas les playoffs, ben Washington se retrouve avec un pic de loterie supplémentaire, alors que Seattle descend directement à la 8e place à la draft avec le pic de Los Angeles. Donc Seattle est, pour ainsi dire, obligé de faire les playoffs. Enfin, ce serait dramatique pour eux de ne pas les faire, à tout point de vue, parce qu'en plus, en ne faisant pas les playoffs, je pense que comme tu l'as dit, la prochaine free agency qui va arriver avec des joueuses qui sont âgées. On a quand même eu des bruits suite au trade d'Alicia Clark et de Britney Sykes, comme quoi l'ambiance, elle n'était pas folle dans l'équipe. Donc, dans ces cas-là, on sait bien qu'il peut y avoir aussi des joueuses qui se disent, bah, ouais, c'est gentil, mais moi, ce contexte-là, j'ai pas envie d'y rester. Donc, ouais, pour la franchise de Seattle, il y a quand même pas mal de choses qui se jouent. Et comme on le disait en début d'émission, mais Seattle est pour le moment en 8e position, avec un bilan tout juste à l'équilibre. Donc c'est important de maintenant de ne pas se louper et mettre toutes les bonnes pièces à l'endroit. Mais écoute, ça me semblait assez complet pour cette semaine. De toute façon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. On a encore pas mal de matchs. Il reste globalement une grosse dizaine, 10, 11 Ouais, matchs 10 matchs, ouais, en gros, c'est ça. pour la plupart des équipes. Donc voilà, là on attend certains retours de blessures. On espère avoir bientôt des infos de Nafisa Collier. On espère avoir bientôt des infos de Brenna Stewart également. Et donc en fonction de ça, ça pourrait donner des indications sur la fin de la saison et sur les playoffs qui approchent. En attendant, un tout grand merci Gis. Bah, merci à toi. Et on vous souhaite un bon dimanche à tous. Ciao.